Nous sommes en compagnie aujourd'hui de M. Yves Perron, député fédéral du comté de Berthier-Masquinongé. Bonjour, M. Perron. Bonjour, Mme Yvon, ça va bien? Ça va bien. Et les traditions de fin d'année fait que vous venez nous rencontrer pour faire, on pourrait dire, le bilan de la session, mais on pourrait dire même le bilan de l'année 2020, qui, je pense, qui va rester dans les annales comme une année atypique. Il n'y a vraiment pas personne qui a pu penser qu'on passerait l'année 2020. On s'était rencontrés justement en décembre 2019 et ça ne s'alignait pas pantoute comme ça au niveau de l'année. Hein. On était vraiment dans un autre mode. Comment vous avez vécu l'année 2020? Ben, un peu comme tout le monde, hein, on a appris à faire avec. Mais il y avait un début quand même, janvier-février, il y avait déjà des problématiques au niveau, on pourrait dire fédéral. On a parlé de blocus de train, on a parlé Ah, ben oui. de plein de choses. Donc, ça commençait une année mouvementée, là. C'est sûr que je dirais ça partirait. Moi, j'avais demandé à avoir le dossier agricole. Et 6 jours après qu'on m'ait dit OK, je te donne l'agriculture, on a eu la grève du CN. Donc, avec le séchage des grains l'automne dernier, c'était difficile. Après ça, on a eu les barrages des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Et quand ça a commencé à se résorber, on est tombé dans la COVID. Fait que c'est comme une année de crise, dans Une le année de fond, crise. perpétuelle. Mais on était 2 mois de la même crise, là, disons que. Ouais, c'est ça. Mais on apprend à faire avec. Puis quand les gens me disent ah, pauvre toi, ta première année de député, c'est plate, c'est en COVID, mais ce que je disais ce matin dans une autre entrevue, on peut dire ça de plein de gens. Le finissant de secondaire 5, c'est pauvre toi, ton année de finissant est scrappée. Celui qui commence son cégep, pauvre toi, c'est le fun de cégep. Ouais. Celui qui commence l'université va se faire dire la même chose. Fait que c'est plate pour tout le monde. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est continuer, pas lâcher. On achève. La vaccination commence, heureusement. On a mis beaucoup de pression pour que le fédéral accélère l'arrivée des vaccins. Je pense qu'il y a eu des négociations très intenses dans les derniers mois pour accélérer la vaccination. Bon, c'est peu de doses, là, c'est 250 000 doses, je pense, à peu près, qui sont rentrées. Mais ça commence aujourd'hui. Fait que ça donne une lueur d'espoir. On dit, ben, écoute, on va peut-être en sortir un jour. Mais Voilà. je pense que chaque député de n'importe quel parti a, je te dirais pas découvert, mais a encore plus eu la certitude de, on pourrait dire, pas de l'influence, mais de l'importance d'être sur le terrain, d'être un député qui soit présent et qui réponde aux attentes. Hein. Vous avez été beaucoup, dès le début, je pense, très attentif à tout ce qui se passait. On parle du début mars. Je me souviens très bien que même en avril, vous avez même fait une conférence à un moment donné, on est fameux Zoom, là, que plus personne n'est capable de sentir, mais que vous avez rejoint la communauté d'affaires pour leur expliquer c'était quoi que, au niveau du gouvernement fédéral, qu'est-ce qui avait été proposé et qu'est-ce que vous aviez amené aussi à proposer avec le gouvernement. Absolument. En fait, on essaie d'être présent. C'est sûr que ça, c'est le côté le plus plate. Parce que quand on est élu député, on veut aller à la rencontre des gens, on veut entendre les préoccupations, puis c'est en jasant avec les gens qu'on entend leurs soucis, puis qu'on peut travailler les dossiers de façon plus efficace. Là, fallait se réinventer cette année. Fait que, une façon de se réinventer, c'est les fameux Zooms. Mais il y a du téléphone, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On a fait quelques rencontres quand même en bureau de circonscription. On a été ouvert une bonne partie de l'été avant que la situation se détériore de nouveau. Puis encore là, dans des cas extrêmes, on organise des rendez-vous. On voit évidemment les précautions, là, le masque, les distanciations, le nettoyage des infections. Fait qu'on le fait le moins possible parce qu'on ne veut pas prendre de risques inutiles. Mais on est là pour les gens. On est ouvert, puis on répond au téléphone. Ça a toujours été. Puis dans le gros de la crise, c'était 7 jours sur 7, quasiment 24 sur 24. Là, parce qu'on ne voulait pas que les gens soient pris à l'extérieur. Beaucoup, si on se souvient, il y avait beaucoup de rapatriements dans les premiers temps. Oui. Fait que, on a donné des services même à plusieurs personnes hors circonscription. Parce que, autant pour moi, le service du député n'a pas de couleur politique, il n'y a pas non plus de délimitation géographique. Fait que s'il y a quelqu'un en détresse qui appelle, c'est sûr qu'on peut le référer aux collègues, mais s'il y a un service qui n'est pas là ou moins là, je ne nommerai pas personne, mais c'était des gens d'autres partis politiques, par exemple. Mais
Non, Mais d'accord, on mais doit il y faire a, des services à d'autres gens. oui, oui, il y a eu une On est là pour proximité, travailler là. pour le monde. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu une proximité que, Voilà. que c'était naturel pour vous, là, parce qu'on vous avait rencontré régulièrement, mais est-ce que ça vous a confirmé dans votre rôle de député, dans votre rôle d'être au service? Vous avez dit, oui, c'est ça que, comment on va dire, Ah, ben ça, le c'est soir, sûr, on se c'est couchait et sûr. on se disait, regarde, oui, là, je pense que je sers à quelque chose, puis comme vous dites, le rapatriement des gens, des choses comme Ouais. ça. Ça commence à être plus clair, je vous dirais, après un an, parce que c'est quand même très déstabilisant de devenir député. C'est un autre travail complètement. Hein. Et l'impact, des fois, de nos actions n'est pas immédiat. Puis souvent, on a l'impression que, ben écoutons, je suis supposé d'avoir plein de pouvoir, puis j'en ai pas tant que ça. Mais surprenamment, des fois, tu as l'impression que tu n'as pas de pouvoir. Tu fais un ou deux téléphones, puis ça a quand même une influence, ça fait débloquer des choses. Donc, on se rend compte, on apprend aussi comment travailler les dossiers. Ça, c'est un autre aspect. Tu sais, comme porte-parole, par exemple, il faut développer des liens avec toutes les organisations nationales. Il faut développer un lien de confiance avec ces gens-là pour qu'ils donnent l'information pertinente, qu'ils te renseignent, que tu sois efficace par la suite. Puis c'est la même chose, je vous dirais, avec les gens de la circonscription. Et quand les gens se rendent compte qu'on peut nous faire confiance, bien, plus ça va, plus les gens viennent vers nous. Quand on règle un cas de comté, un cas de comté réglé, souvent, va en amener 3 autres, parce que les gens parlent. Ils disent, ben regarde, tu as un problème, appelle au bureau du député. Moi, ils m'ont bien aidé. Ils t'ont aidé J'ai une et équipe tout. qui est super. Évidemment, je n'irai pas, j'aurais pas le culot de prendre tout le mérite. Là. J'ai une équipe qui est hyper efficace, qui travaille sans relâche. C'est vraiment le fun, puis on voit qu'on sert à quelque chose. C'est important, je pense que ça donne un sens un peu aussi à notre vie. On travaille beaucoup, mais on s'amuse en le faisant. Bon, c'est ça. C'est ça. Ça a changé. Il y a eu une dynamique aussi qui a beaucoup changé au niveau de la Chambre des communes, dans le sens qu'il y a eu des nombres restreints de personnes qui se sont présentées. Vous êtes allé à Ottawa dans cette période? Je fais partie des privilégiés parce que ça me prend 3 heures de me rendre à Ottawa. Donc, c'est quand même pas si long. Et j'avais un dossier quand même central, l'agriculture. Donc, j'ai été appelé au Parlement, je vous dirais, quand même assez régulièrement. Puis j'étais content d'y aller. Là. C'est sûr qu'on prend des précautions. Au début, on siégeait, on était une 50aine. Là, maintenant, on siège, on est 85 députés sur les 338 pour avoir une distanciation de 2 mètres. Fait qu'on est répartis un peu partout. Il a fallu changer quelques règlements. D'habitude, il faut que tu sois toujours assis à ton siège pour avoir le droit de parler. Là, on avait le droit de parler de n'importe quel siège parce que il faut se déplacer. Mais des choses logiques comme ça. Mais sinon c'est ça. Je suis quand même content. C'est sûr que de faire le Zoom, on peut le faire à distance. J'ai fait des interventions en chambre à distance. Je ne vous dirais pas que c'est moins efficace. C'est peut-être moins grisant. C'est peut-être moins... on a moins le pouls de l'autre quand on est derrière un écran. Mais il y a moyen de faire notre travail quand même. C'est les votes. Je dirais les votes sont pénibles. J'espère qu'on va pouvoir instaurer l'application de vote à distance. Là, je sais qu'il y avait un certain blocage des conservateurs. J'espère qu'ils vont arrêter de refuser ça. Parce qu'actuellement, faire un vote à 338, vous comprendrez qu'on fait lever les gens dans la Chambre des communes. Puis une fois que c'est fini, on appelle par ordre alphabétique chacun des députés de chacun des partis. Puis là, ça commence par A, ça finit par Z dans chacun des partis. Et chaque député doit dire « Je vote pour la motion, je vote contre la motion ». Puis là, le son ne marche pas, le micro n'est pas baissé. Oui, je comprends. Le monsieur n'a pas son veston, l'autre de l'autre parti se plaint qu'il n'a pas mis son veston. Mon Dieu. Il y a une affiche partisane en arrière. Là, il y en a un autre. C'est un peu... C'est un petit peu... je comprends. Mais bon, on fait... Puis à tout ce temps-là, il faut que notre caméra soit ouverte. On ne peut pas fermer la caméra. Même si je sais que moi, ils vont m'interpeller dans 20 minutes, je ne peux pas aller me chercher. Il faut qu'on ait une confirmation de présence. Oui, parce qu'en temps normal, dans la Chambre des communes, si tu te lèves puis tu sors pendant le vote puis tu reviens, ton vote ne peut pas compter. C'est un peu le même principe qu'on a. Fait que, en tout cas, on s'adapte. Écoute, il y a des affaires pires que ça dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Yves, est-ce que tu t'ennuies d'enseigner? » Je réponds tout le temps « Oui », parce que j'aimais vraiment ça. Mais je trouve pas que j'ai mal choisi mon temps pour pas être là, parce que imaginez la réalité des enseignants. Oui, on est conscient que c'est pas... Avec une partie des élèves là, l'autre partie qui n'est pas là, la classe elle ferme parce qu'il y a un cas de COVID, l'autre... Non. C'est ce que je disais un peu en début d'entrevue, c'est difficile pour tous, là. C'est ça. Mais vous parliez tantôt des relations. Est-ce que, oui, c'est sûr, je ne vais pas dire au-delà de la partisanerie, mais est-ce que vous avez senti, au moins, au niveau de la Chambre des communes, une espèce d'élan pour que
que ça fonctionne, premièrement, ce processus-là comme ça. Et vous avez peut-être découvert des collègues ou des choses que vous ne vous attendiez pas. Là. Je veux dire, autant dans votre parti ou dans les partis de l'opposition, à un moment donné, comme vous dites, vous allez interpeller des gens, aller les rencontrer pour régler des situations. Vous avez resté surpris de l'ouverture? Il y a des gens au départ, c'est sûr que tout le monde avait une belle collaboration. Ce qui était triste, c'est qu'à partir de l'été, les libéraux se sont mis à être pas mal moins collaboratifs parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient très populaires et qu'ils ont commencé à s'aligner pour faire une élection. C'est un peu ça. Fait que là, on a eu moins d'impact. Dès le départ, quand on a proposé la PCU, ça s'est fait. L'aide aux frais fixes, on a travaillé fort pour instaurer ça. Quand ils ont instauré l'aide au loyer, on fait passer ça par les propriétaires. Ça ne fonctionnait pas du tout. Ça a pris du temps. Quand on a mis la PCU, au début, c'était correct de mettre la PCU très rapidement. On a dit oui, on a voté pour. Ça pressait, là, parce qu'on laissait tout le monde chez eux. Mais après un mois ou deux, il fallait commencer à la rendre incitative au travail. Parce que ça a été un problème, ça, Mme Yvon. Là. Il y a des entreprises cet été, là, j'ai eu des appels au bureau de comté, là, une tonne d'appels d'entreprises qui me disaient « Mes employés ne veulent pas rentrer travailler ». Ou j'en ai pas, ou les étudiants, c'est la même chose, la prestation étudiante, c'était pas incitatif au travail. Ils pouvaient gagner 1 000 $. S'ils gagnaient 1 $, ils venaient de perdre le 1 250. Fait que les gens faisaient un calcul rapide, travaillaient 19 heures, puis ils arrêtaient. Fait qu'il y a eu une pénurie de main-d'œuvre. Et ça a pris du temps. On vient de le voter au mois d'octobre. Là. Ça, c'est plat. Mais bon, on a réussi à le faire. Il y a eu la prorogation du Parlement aussi au mois d'août. Hein. Pendant 5-6 semaines, on a fermé pour mettre le couvercle sur le scandale de We Charity. Puis ça, dans un contexte de crise, c'est décevant, exponentiel. Ça ne veut pas dire, ça ne nous empêchera pas de faire la lumière sur ce scandale-là, qui d'ailleurs n'est pas très joli. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est assez grossier. Moi, je ne pensais pas que ça se pouvait encore, des histoires comme ça. Je suis assez ahuri de ça. Mais pour revenir à la question de départ, est-ce que vous avez eu des belles surprises? Des belles surprises et des moins belles surprises. Je vous dirais que devenir député, ça fait partie de la réalité de voir les gens de bonne volonté puis les gens de moins bonne volonté. Puis ça, il y en a dans tous les partis. À part dans le nôtre, nous autres, on est tous de bonne volonté. Regardez, on a le droit de prêcher pour notre paroisse. Donc, si on résume justement un petit peu, on parlait d'économie dans votre première conférence que vous avez faite ce matin. Donc, c'est ça. La PCU était bonne, mais à un moment donné, ça a pris on pourrait dire une trop tangente, on pourrait dire politique, là. On pourrait dire, je cherche mon terme, mais de devenir de la petite politique en voulant dire, le monde va voter pour nous autres si on continue, puis tout le monde va être content, si on résume un petit peu comme ça. En même temps, les gens ont reçu des chèques, là, ça paraît. Les gens, ça marque aussi dans l'imaginaire des gens. Mais là, il va falloir payer de l'impôt sur ces sommes-là au mois d'avril. Oui, là, votre bureau de comté va être occupé. Et là, il y a des gens qui ne l'ont pas prévu. Nous, on a demandé au gouvernement, j'espère qu'ils vont le faire. On a dit, vous devez donner un sursis de 8 mois à tous ceux et celles qui ont reçu la PCU de bonne foi. Je ne parle pas des fraudeurs. S'il y a eu des fraudeurs qui ont à rembourser, bien, qui remboursent. Mais les gens ordinaires qui avaient un emploi peu rémunéré, là, puis qui, ils se sont retrouvés sans revenus, besoin d'un supplément, puis ils ont eu ce montant-là, puis ils l'ont dépensé parce qu'il y en avait besoin. Mais je ne pense pas qu'on doit commencer à leur demander des intérêts au mois d'avril. Je ne sais pas si vous avez déjà dû de l'argent à l'impôt. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis en plus, c'était comme vraiment pas de ma faute. Là. C'était comme une erreur. Quand tu te le demandes, si ça fait 3 mois, tu payes 3 mois d'intérêt. Là, je pense que c'est des pénalités. C'est des pénalités, les intérêts qui commencent la journée même. Puis qui sont très lourdes à porter. C'est de notoriété publique. Souvent, c'est des erreurs de bonne foi que les gens ont commis. Là, Fait que là, c'est d'où mon explication de dire, les gens qui ont reçu la PCI de façon honnête, je pense qu'ils ont le droit d'avoir un sursis. On ne demande pas un crédit d'impôt, juste leur donner le temps de se retourner de bord, puis de refaire leurs finances, puis de pouvoir le payer. Est-ce que c'est des choses, justement, qu'au niveau du Bloc québécois, vous allez demander à la rentrée au mois de janvier? C'est déjà fait, on l'a déjà demandé, on l'a déjà proposé, ça fait partie de notre plan de relance. Fait que si vous n'avez pas vu, j'aurais dû l'apporter. Je n'ai pas apporté mon plan de relance, mais vous l'avez sûrement reçu. Oui. C'est bien intéressant comme document. Nous, aussitôt qu'on a pu aller voir les gens, en maintenant la distanciation et la prudence, évidemment. Vous savez qu'on a donné l'exemple cet été. On a eu un cas de COVID, un des employés du parti, même si on n'avait pas été en contact, tout le monde est parti chez nous. Tout le monde est parti chez vous, oui.
Puis on n'a pas propagé rien. Fait qu'on est, on est fiers de nous sur cet aspect-là. Je comprends, oui. Mais c'est ça. Donc, pour revenir là-dessus, aussitôt qu'on a pu aller voir les gens, on est allé quand même. Puis on a recueilli des commentaires terrain. Quelles sont les personnes qui savent le plus qu'est-ce que ça prend? Ce sont les gens du terrain. Fait que notre plan de relance, nous, il n'est pas fait par une compagnie privée qu'on a engagée, là. C'est les commentaires de citoyens qu'on a colligés. On a monté ça, puis notre équipe de recherche a fait un document qui est hyper cohérent pour une relance verte, écologique, efficace, durable, et il faut profiter de cette occasion-là aussi. La COVID, là, c'est une difficulté. Dans la vie, quand on a une difficulté, il y a deux façons de le prendre. Ça, courber le dos, dire « Ah, c'est donc dur la vie », mais c'est de suite. Ou bien, prendre la difficulté, puis c'est ça, c'est jamais le fun, c'est une difficulté. Mais gérer avec. Faire du judo. En judo, là, la technique de judo, c'est utiliser la force de son adversaire pour leur virer de bord. C'est la même chose. Utilisons ce moment-là qu'on a, cette occasion-là où on a remis un paquet de choses en question pour faire un pas vers l'avant. Entre autres, faire une révolution écologique. Moi, je pense que les sables bitumineux dans l'Ouest, là, ça va faire donner de l'argent. C'est hyper polluant. Là. Et si on veut améliorer le bilan énergétique du Canada, il faut commencer par là. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire, puis ça, on le répète à longueur de la semaine à la Chambre de communes, pas en train de dire qu'il faut abandonner les gens de l'Ouest, bien au contraire. Non. Mais mettons l'argent ailleurs que dans le pétrole. Et commençons à diversifier l'économie dans d'autres choses. Mais ça va être des choses qui vont être, je ne dirais pas difficilement applicables. Je vais vous mettre en contexte comment je vois ça, puis peut-être c'est une façon que, en tout cas, moi, on pourrait dire qu'est-ce que je vous présente. C'est que là, présentement, on parle du Bloc québécois. Il y a les conservateurs, que vous avez quand même eu certaines alliances pour tenter de faire réagir le gouvernement. On a failli avoir encore là, en octobre, encore là, on pourrait dire une menace, entre guillemets, là, je vais mettre d'aller en élection et tout. Mais les alliances que vous les faites stratégiques, oui, pour que le Bloc, ça soit votre pensée, que vous transmettiez vos valeurs, mais ça ne veut pas dire que, comme tantôt on parle d'énergie de l'Ouest, des sables bitumineux, que les conservateurs vont vous suivre Absolument pas, puis ils ne veulent pas, la majeure partie ne veulent pas. C'est un peu le problème qu'on a avec notre projet de loi sur la gestion de l'offre, c'est 216, les gens de l'Ouest ont peur que ce soit une barrière au commerce international, puis ils ne veulent pas protéger la gestion de l'offre, alors que dans leur discours, ils disent qu'il faut protéger la gestion de l'offre, ils s'engagent à le faire, ils disent qu'ils ne feront plus de nouvelles briches. Que soyez cohérents avec vos discours. Puis je pense que c'est notre rôle. Puis quand vous parlez d'alliance ou de... Il n'y en a pas de ça. Il y a une situation qui arrive, puis on se demande qu'est-ce qui est bon pour le Québec? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le bien commun? Puis c'est ça qu'on fait. Puis là, bien, c'est clair qu'on va essayer de convaincre les autres. On va se laisser convaincre par les autres si c'est l'idée de quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas non plus. Il y a des bons projets de loi sur lesquels je suis intervenu en Chambre récemment qui viennent du Parti conservateur, qui me fait grand plaisir d'approuver. Ce n'est pas une question de paternité de l'idée, mais l'idée, c'est de collaborer ensemble pour faire la bonne chose. Fait qu'au-delà d'une alliance, c'est plus faire la bonne chose. OK. Donc, autrement dit, vous pensez Québec, vous continuez toujours de penser qu'on va penser à nous autres, on va penser au Québec. Puis je ne vous dirais pas le mot advienne que pourra, mais je veux dire, vous êtes prête, je vais dire le mot subir les conséquences. Je ne sais pas si vous savez que je veux vous emmener dans le sens, je veux dire, est-ce que le parti, ou en tout cas, vous seriez prête à dire, bon, on part en élection parce qu'on n'a pas appuyé, ou présentement, vous êtes encore dans une zone ou dans des réflexions, est-ce qu'on va en élection ou on n'y va pas? Je vous pose la question franchement. Oui, je comprends la question, puis moi, je vais vous répondre le plus honnêtement possible parce que je sais juste faire ça. C'est pas la question, on va-tu en élection, on va pas en élection. C'est quoi la bonne décision à prendre? Quand on dit qu'on a un gouvernement qui crée, la dernière fois, la menace d'élection, c'était sur We Charity, OK? Oui. Bon, qui crée de toutes pièces un produit pour la compagnie de son chum. C'est ça qui est arrivé dans la vraie vie. Je suis d'accord avec vous. Puis, au départ, il nous dit en chambre, « Ah, mais là, c'est la seule compagnie qui était qualifiée pour faire ça. » Puis quand on a les documents, c'est pour ça qu'on fermait le Parlement, parce que ça fait ça. Là. On se rend compte que non, le programme n'existait pas. Ils les ont contactés, ils leur ont demandé de faire un programme pour lequel ils fitteraient, entre guillemets. Là. Puis après ça, ils ont fait semblant que c'était les seuls qui convenaient. Après ça, vous allez le faire au Québec. Ah, on n'est pas capable, on ne parle pas français. Les hauts fonctionnaires leur disent, ben non, ils n'offrent pas de service en français, ils ne peuvent pas le faire. Ils écrivent dans le rapport, ils ont des liens en français au Québec, c'est n'importe quoi. Puis quand on parle d'une œuvre de charité, c'est de la bienveillance, là, tu
Tu fais des conférences pour une œuvre de charité, puis tu es payé 250 000 $. Ben, arrêtez de parler là parce qu'on est à TV. Mais j'ai d'autres mots qui me viennent en tête. Tu sais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu ne peux pas me demander, mais là, vous allez nous déclencher une élection. Bien, s'il faut une élection pour ça, des choses comme ça, moi, je pense que oui, parce que quand je me suis présenté en politique, je me suis engagé à défendre les intérêts du monde de Berthier-Masquinongé. Parfait. Bien, si le monde de Berthier-Masquinongé se fait voler, puis se fait arnaquer, puis se fait mentir en plus, je n'ai pas le droit de voter pour ça. Moi, c'est ce que je pense. Donc, fait que ça répond à votre question pour les élections. Oui, ça répond à non, mais c'est très bien, mais c'est pour ça aussi, parce que ça va toujours rester, je pense, pas encore pour la prochaine année, un des sujets qu'on va avoir, je dirais pas tous les mois, tous les 2 mois. Les rumeurs, c'est au printemps. Il va y avoir des rumeurs tout le temps. On est en gouvernement minoritaire. On va avoir Mme Freeland qui va sûrement sortir un nouveau, peut-être énoncé budgétaire et tout. Je sais que présentement, elle va être secondée par M. Sabia, là, qui est quand même quelqu'un qui est reconnu pour on pourrait dire sa rectitude et sa, tu sais, là, vraiment une gestion serrée, on pourrait dire. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être content de ses décisions, mais on ne peut pas dire qu'ils sont allés chercher un 2 de pique. C'est un gars qui a quand même fait une belle job à la Caisse de dépôt et de placement, qui a un bagage solide, une belle rigueur. On verra. Certaines personnes disent qu'il vient là pour faire le ménage, puis mettre la rigueur, peut-être, on pourrait dire? Oui, j'allais dire de la rigueur ou encore des coupures. Là, mais c'est ça, là, c'est ça que je veux en dire aussi. On verra, c'est clair, mais en même temps, il n'y a pas de magie, là. Les 400 milliards de déficit, là. C'est pour ça que nous, à partir du mois de mai, on a levé le petit drapeau rouge, puis on a dit, hey, gang, il faut qu'on commence à regarder l'argent qu'on dépense, ça va où, puis elle rapporte quoi, là? Si on met de l'argent pour garder une entreprise en vie, cette entreprise-là va créer des emplois, va payer des impôts, puis ses employés payent des impôts, puis tout ça, dans les années futures, ça a de l'allure. Mais si on prend de l'argent pour mettre le feu dedans, comme gouvernement, il faut agir de façon responsable. Comme n'importe quel père de famille ou mère de famille qui gère un budget, là, il faut que chaque dépense soit pensée. Quand tu en as trop puis c'est facile, tu peux faire des fois le dépense. Ou quand il y a une urgence, comme au début de la pandémie. Mais là, on est rendu au temps où il faut réfléchir à chaque dépense. Et c'est pour ça qu'un plan de relance bien pensé, c'est important. C'est pour ça que nous, on s'est mis au travail dès l'été pour arriver dès la rentrée parlementaire avec un document solide. Pas pour dire on est meilleur que tout le monde, pas ça de la vérité. Juste pour dire voilà ce que nous, on pense qu'il faut faire, amener une proposition constructive. Parce que ce qu'on veut faire comme travail, c'est pas juste un travail d'opposition pour dire le gouvernement n'est pas bon, puis c'est pas ça. On arrive, nous, on pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Puis si vous prenez des bonnes décisions, on va aller dans votre sens. On l'a prouvé. Moi, personnellement, dans le dossier agricole, en tout cas, on a collaboré là, pour augmenter la cote des crédits de la Commission canadienne du lait pour qu'on jette moins de lait pendant la pandémie. Oui, je comprends. J'ai abordé la ministre, elle était bien contente, puis elle avait été abordée elle aussi, puis on a collaboré rapidement, puis on l'a voté. Ça devient transpartisan quand c'est la chose à faire. Je reviens un peu sur ce que je disais tantôt. Là. Oui. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. Un autre sujet qui retient l'attention, c'est la langue française. Oui. Je pense que ça, c'est important d'en parler. Il y a des propositions qu'on espère peut-être vont être faites à l'effet que les entreprises ici, sous juridiction fédérale, soient assujetties à la langue française. C'est bien sûr. À la loi 101. À la loi 101 et ça. Je pense que c'est une position que soutient le Bloc québécois. Là. Ben absolument. C'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps, qui est fort raisonnable. En fait, que le gouvernement du Québec demande depuis très longtemps. Puis ça, là-dessus, il y a une unanimité à Québec. Ça veut dire que tous les partis politiques sont d'accord. Il y a une majorité à la Chambre des communes à Ottawa, parce que tout le monde est d'accord, sauf les libéraux. Sauf Justin, il ne veut pas. Mais par contre, ils vont nous faire un beau discours de 10, 15, 20 minutes sur que l'importance de la loi 101, puis que c'est donc bien important de préserver le français. Puis quand on leur dit, ben oui, mais faites un geste concret, puis permettez l'application de la loi 101 pour les entreprises fédérales, ben là, on va nous faire un gros discours de 10 minutes en disant, non, vous n'êtes pas les seuls, le Bloc québécois, à défendre la langue. Nous autres aussi, on défend la langue, mais on dit rien. Ça, si vous le demandez, Mme Yvon, quelque chose que je trouve difficile dans ma job de député, là, ça, je trouve ça. Puis souvent, je me lève en chambre pour dire ça. L'autre fois, on était sur l'aide médicale à mourir. Là. Oui, aussi, oui. C'est une loi qui est fondamentale. C'est un jugement. C'est le travail extraordinaire de Véronique Yvon puis de tous les parlementaires à Québec
Hein, ça s'est fait, ça aussi, de façon transpartisane. Puis, il y a eu un jugement, le jugement Truchon de l'ADU, là, des gens qui ont souffert, qui ont eu des souffrances épouvantables pendant des années, puis qui ont été obligés d'aller devant les tribunaux. Imaginez-vous comment c'est épouvantable. Là, je vous parle de quelque chose de super prenant. J'ai de la misère à ne pas vous regarder. Vous êtes là, il faut que je regarde la caméra. Non, je comprends. Mais c'est pour ça qu'on a hâte de faire des choses en vrai. Mais c'est ça. Mais là, il y avait du blocage des conservateurs. Mais c'est pas terminé, là, de ce que j'ai compris. Mais non, en fait, la Chambre des communes l'a voté, mais ça a pris du temps. Parce que chaque conservateur voulait faire un discours. Puis là, il nous faisait des discours comme de quoi on allait tout tuer les personnes handicapées. Aucun rapport, là. C'est simplement de retirer le critère de mort raisonnablement prévisible. C'est ça l'ordonnance de la Cour supérieure du Québec. C'est tout. Puis si ce n'est pas fait le 18 décembre, mais ça s'applique au Québec, ça ne s'applique pas ailleurs au pays. On se tombe dans une situation juridique complètement insensée. Mais les conservateurs bloquent. Fait que là, quand les libéraux reprochent aux conservateurs de bloquer, leur disent « Ben oui, mais vous avez fermé le Parlement pendant 6 semaines. Okay. » Fait que là, je me lève, je dis « Écoutez, je vais vous apprendre une grande nouvelle, vous avez tous les deux raison. Oui, les conservateurs bloquent le projet de loi. Oui, les libéraux, vous avez fermé 6 semaines, puis on n'avait pas le temps. Mais là, on peut-tu parler de la loi? On peut-tu la voter? » Ça, je trouve ça dur, là. Les discours... Dans ce temps-là, M. Blanchet, vous retiens-tu ou... Ah non, vous il ne nous retient pas partout. On s'entend à merveille, au contraire. Non, mais je vous dis, dans le récent, avez-vous... Oui, mais à un moment donné, moi, je sais, je veux dire, je sais, je suis intempestive aussi sur des sujets ou des choses, puis je vais te porter... Il va y avoir quelqu'un à côté de moi qui va me dire, regarde, respire, là, prends ça. Ah non, mais ouais, c'est pas tant que j'étais choqué, c'est juste que, tu sais... En fait, c'est pour ça que je voulais faire de la politique. C'est ce que je me rappelle quand j'entends des trucs comme ça, ou quand j'entends un député conservateur faire un discours émotif sur l'importance de préserver la gestion de l'offre, puis le modèle agricole du Québec, mais qui me dit dans la même 10 minutes qu'il va voter contre le projet de loi parce que c'est pas une bonne idée, parce que ça attirerait l'attention sur la gestion de l'offre. Hey, les États-Unis ont déjà fait une plainte la semaine passée, là. Sur l'ACEUM, on vient de signer. Là. Ça fait même pas un an que c'est en vigueur. Ils ont déjà fait une plainte pour avoir plus parce qu'ils trouvent qu'on a donné trop de contingents d'importation aux transformateurs, qui était une bonne décision, qui est tout à fait en règle. Puis là, on ne viendra pas me dire qu'en votant une loi, on va attirer l'attention. Elle est déjà là, l'attention. Ce qu'il faut faire, c'est voter une loi pour protéger ça, puis donner une colonne vertébrale à tous les prochains gouvernements lors des négociations. Dans les officines... Je m'écarte, là. Non, mais c'est bien, non, mais vous m'amenez sur quelque chose, parce que vous êtes au Parlement, vous côtoyez des gens dans les officines, les ministères et tout. Personne ne va le dire, mais entre nous deux, est-ce qu'on peut se le dire, que tout le monde a tout hâte au mois de janvier avec M. Biden, ou... Parce que là, j'entendais encore là aujourd'hui que là, il s'amuse à faire des décrets, des choses, à mettre des bretons dans la roue, dans tout. Ouais. Jusqu'à la dernière seconde, on a l'impression qu'il est frustré puis qu'il veut, il veut tout régler par des décrets que lui vote, puis c'est fini. Puis arrangez-vous avec ça au mois de janvier. Là. Puis la gestion de l'offre, les producteurs et tout, c'est quelque chose d'important. Oui. Écoutez, cette présidence-là, c'est quelque chose de... Je vais le dire poliment, de surréaliste. Oui. Mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Il faut quand même demeurer prudent dans nos commentaires aussi, parce qu'il est en fonction jusqu'au 20 janvier. Est-ce que ça va être vraiment mieux? Bien, je pense que ça va être minimalement plus prévisible. OK. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que Joe Biden devienne le Père Noël, là, parce qu'il est très protectionniste lui aussi. Hein. Okay. Il a d'ailleurs fait des annonces là-dessus. Il voulait là, relancer le programme Buy American First. Là. Donc, ça ne veut pas dire que ça va devenir une partie de plaisir. Par contre, ça va être plus prévisible et plus... c'est ça. Plus clair. Convivial. J'allais dire plus propre, mais en tout cas plus clair. Convivial ou plus consensus. Là. Mais est-ce qu'on a un pouvoir sur ça, dans le sens que vous parlez, on parle d'agriculture surtout. Est-ce qu'on peut nous aussi mettre... avoir une riposte. On a le pouvoir. Moi, Mme Yvon, là, il y a plusieurs personnes qui me disent, écoutez, les États-Unis, c'est 80% de notre commerce extérieur, c'est 23%, on ne peut pas leur dire non. Moi, je vais vous affirmer là, qu'on aura bien le pouvoir qu'on prendra.
Puis à quelque part, il faut qu'on se respecte aussi comme société, puis comme pays, puis comme nation au Québec, puis dire, on a-tu quelque chose qu'on veut préserver? Puis chaque nation dans le monde, peu importe si c'est font du libre-échange ou pas, vous savez qu'au Bloc, on a toujours été en faveur du libre-échange. On n'est pas des protectionnistes, là, au contraire. Mais il y a des choses, comme la gestion d'offres, qui fonctionnent tellement bien. Ça ne coûte pas une scène de subvention. Ils s'autorégulent eux-mêmes. Un produit de super qualité. La quantité est contrôlée, les prix sont contrôlés, ça ne monte pas trop, c'est magnifique. Et tous les pays qui avaient ce système-là et qui y ont renoncé ont vu, après 5-10 ans, des augmentations du prix du lait. C'est pas parce que ça va coûter moins cher, là. Les arguments des professeurs d'université qui s'opposent à la gestion de l'offre, là, c'est de la belle boulette. Parce que dans la vraie vie, là, Australie, Nouvelle-Zélande particulièrement, là, le prix du lait a monté, puis l'argent maintenant, il ne va pas dans les poches des infirmiers, il va dans les poches des intermédiaires. Ouais, c'est tout ça qu'on veut. Puis, tu sais, quand on parle d'occuper nos campagnes, si on ne s'occupe pas de nos producteurs agricoles dans les régions, là, les gens parlent « Ah, ben moi, mon école primaire, c'est une classe mixte. » Qu'est-ce qui remplit les écoles? Parce que, là, je vais partir longtemps, arrêtez-moi, là, mais la gestion de l'offre, c'est pas juste les producteurs agricoles. C'est le vétérinaire, c'est le fournisseur de moulines, c'est le gars qui déneige la cour. C'est tout le monde qui gravite autour et qui, eux, gravitent autour de d'autres industries. Puis c'est des gens qui occupent nos rangs. Est-ce qu'on veut arriver dans les campagnes avec des grands champs, puis des tracteurs géants, puis aucune maison? C'est ça qu'on veut comme modèle. Moi, je pense que c'est pas ça qu'on veut. Moi, je pense qu'on veut occuper notre territoire. Puis le modèle de ferme familiale, il est fondamental. Puis la gestion de l'offre, ça fonctionne. Je vous dis pas, c'est pas comme si ça marchait pas. Ça fonctionne à merde. Ça fonctionne tellement bien que tous les autres à l'extérieur veulent le défaire. Bien, à place de le défaire et de donner des morceaux, peut-être qu'on commence à expliquer à l'extérieur c'est quoi le système, puis les inciter à faire la même chose. Pourquoi on ne fait pas ça? Bien oui. Vous avez bien raison. Puis moi, je dirais que c'est pas une entreprise. C'est pas une ferme familiale, c'est une PME familiale. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements et je pense que cette année, ça va être encore, comme porte-parole d'agriculture, et puis même dans le comté, qu'on pourrait dire qu'on est quand même un certain pourcentage important d'agriculture, ça va être un de vos, on pourrait dire, encore là, de vos fers de lance là, pour protéger notre... Le projet de loi C-216 va être voté en deuxième lecture en février. Et on a l'appui des gens du NPD. C'est pas clair qu'on a les libéraux, ils nous répondent comme pas. D'après moi, ils sont pas là pour l'instant. Puis les conservateurs nous ont dit qu'ils voulaient protéger la gestion de l'offre. Ils disent aux producteurs, votez conservateur, on va protéger la gestion de l'offre, mais ils ne veulent pas voter la loi qui protège la gestion de l'offre. Donc, c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas besoin de rien rajouter à la fin de cette phrase-là. Fait qu'il faut les convaincre. Fait que moi, j'invite, puis si les gens qui écoutent cette émission-là, là, vous avez des amis dans d'autres circonscriptions, pas partout, là, dites-leur donc d'appeler leurs députés, puis de leur expliquer c'est quoi que ça fait dans la vie de la gestion de l'offre, puis d'inciter les gens à appuyer ce projet de loi-là. Moi, plus on va se mobiliser de la base, parce que c'est pas vrai que tout ça décide en haut, puis qu'il faut convaincre. Quand ça vient d'en bas, les gens écoutent. Et maintenant, il y a des gens qui vont peut-être avoir peur de perdre leur élection. Fait que moi, je fais de la politique pour le bien commun, puis si je perds une élection là-dessus, bien, ce sera ça, je vais avoir fait ce que je pensais faire. Je suis pas sûr que tout le monde pense comme ça. Fait que qu'on les appelle, qu'on les contacte, qu'on les incite à appuyer ce projet de loi-là. Au niveau de l'environnement, cette année, il y a eu, on a quand même eu des efforts de fait. Tantôt, on parlait du plan vert et tout. 2021 va être vraiment une année charnière. Hein. Je crois qu'on n'aura pas le choix, là, qu'on pourrait dire, de s'impliquer. Là. On va donner la COVID, va nous laisser, ou on va laisser la COVID, on pourrait le mettre dans les deux sens. Et il va falloir qu'à un moment donné, ce point-là, je pense aussi, revienne à l'agenda politique de votre parti, mais de tous les partis. Là. Ça l'a toujours été, en fait. Puis notre plan de relance, c'est un plan de relance verte. Vous savez que dans la campagne électorale, on proposait de refaire tout le système de péréquation qu'on appelle péréquation verte et que la péréquation se donne en fonction des émissions de gaz à effet de serre qui polluent pas. Évidemment, le Québec serait hyper avantagé par ça, donc les autres provinces ne veulent pas pour l'instant, mais je pense que c'est le modèle d'avenir. Puis l'idée que la pollution doit coûter quelque chose, le principe de base, il est bon. Il faut juste l'appliquer de façon intelligente. Et il faut faire ça de façon innovante aussi. C'est pas vrai qu'on va s'appauvrir en protégeant notre planète. Moi, je pense que si on investit aux bonnes places,
puis qu'on devient des leaders mondiaux là-dedans. Évidemment, si le Québec possédait tous ses leviers économiques et faisait toutes ses lois, on serait rendu fichument plus loin, pour utiliser un terme poli, qu'on l'est maintenant. Vous savez que, je ne cacherai pas mes convictions indépendantistes. C'est un autre maudit bel exemple, ça, parce qu'à un moment donné, au niveau international aussi, dans les commerces, dans les traités internationaux, d'être un pollueur, ça va commencer à coûter quelque chose. Ça s'en vient, là. Ce ne sera pas long, là. Et est-ce qu'on veut faire partie du Canada pétrolier ou d'un Québec vert? La question me semble assez facile à répondre. Mais pendant qu'on est dans le Canada, nous, notre travail, oui, on protège les intérêts du Québec, oui, on fait la promotion de l'indépendance, mais on n'est pas là pour nuire au Canada. On est là pour aider aussi. Tu sais, vous disiez tantôt, on pense au Québec d'abord, oui, mais on veut être bon pour le... Fait que moi, si on dit on met des sommes en Alberta, puis en Saskatchewan, puis on fait une transition, on va être d'accord, on va voter pour. Il le faut de toute façon, parce que même si ça se passait dans un pays voisin, ça nous affecte, parce qu'on est sur la même planète. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis des gens, le cultivateur, l'agriculteur en Alberta, là, c'est une aussi bonne personne que l'agriculteur au Québec. La question n'est pas là. On est juste dans des nations différentes, avec des réalités différentes. Mais il faut travailler ensemble pour améliorer. Puis on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis là, le fédéral est arrivé avec un projet de loi, le projet de loi C12. Le plan, puis tout ça. C'est assez timide. Là, avec le plan qui a été annoncé les dernières semaines, ça s'améliore un peu, mais il n'y a pas de cible identifiée pour 2030. Le ministre évalue lui-même le rendement des cibles. Il peut les changer en cours de route. Fait que dans le fond, 2 ans avant, il se rend compte qu'il ne les rencontrera pas. Il va faire comme Harper. Finalement, je le déchire, le contrat, puis on ne le fait plus. On va aller plus haut. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Dans notre projet de loi qui a été présenté par notre députée Christina Michaud, C215, ce projet de loi-là contient des contraintes. Les rendements seraient évalués par une organisation externe au gouvernement, qui donnerait une note au gouvernement. Puis le ministre devrait rendre des comptes. C'est ça qu'il faut faire. Parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je te dis, travaille, je viens jamais voir ce que tu fais, puis je te donne toujours ton argent. À un moment donné, ça se peut que tu travailles moins fort une journée. Ça prend un contrôle à quelque part. Ça prend quelque chose. Fait que, plutôt que de rêver en couleur, puis de dire, le projet de loi du gouvernement, il n'est pas bon, on va faire adopter le nôtre. Ce qu'on va faire, on va travailler de façon intelligente, pragmatique, comme on le fait tout le temps. On va essayer d'amender le projet de loi du gouvernement en y incluant des choses qu'on a dans notre projet de loi C215. Et on espère avoir la collaboration d'autres parties pour le faire. On a bon espoir d'essayer d'améliorer les choses. Mais clairement, l'environnement, c'est pas la question de demain, c'est la question de hier. Là. Et on ne peut plus en tenir compte. Puis moi, des fois, des gens me disent, oui, mais est-ce qu'il y a un volet environnement dans ton affaire? En fait, on est rendu plus loin que ça. C'est plus un volet environnement. Il faut qu'il soit global. Il faut que l'environnement soit présent dans chacune des décisions qu'on a à prendre. Il faut qu'on se questionne, c'est quoi l'impact, comment ça va avoir d'influence sur l'avenir. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, 2021 va être vraiment un sujet qui va être au cœur de l'actualité régulièrement, parce que veut pas, comme vous dites, tout projet maintenant implique un volet environnemental. Tu ne peux plus bâtir rien, tu ne peux plus créer rien sans avoir cet impact-là. Ah oui, on a juste à penser, on va faire un parallèle, peut-être que vous allez trouver que c'est un parallèle boiteux, mais faisons un parallèle avec la crise de la COVID qu'on vit actuellement. C'est épouvantable, hein, comment ça a bouleversé nos vies. Oui. Tout le monde est écœuré d'être à la maison. Là. Puis là, on se fait dire, demain, le premier ministre va annoncer d'autres mesures, puis les gens ne sont plus capables de l'entendre. C'est difficile de traverser une crise. Dites-vous que cette crise-là va avoir une fin, puisque on commence à vacciner, puis on va voir la lumière au bout du tunnel. Quand on arrivera dans la crise climatique, parce qu'on est dedans, là, les vents violents, les sécheresses, cette année, on a eu une inondation, les sécheresses, ça va aller juste en s'accentuant, ces phénomènes-là. Et à un moment donné, ça va coûter quelque chose. Là. Fait que c'est pas vrai que ça coûte quelque chose de protéger l'environnement. Ce qui va coûter beaucoup plus cher, c'est si on fait rien, puis on attend d'être mis devant le fait accompli au pied du mur, avec les sécheresses, la famine, puis ainsi de suite. C'est ça qu'il faut penser. Je ne veux pas sonner trop dramatique. Là. Non, mais j'ai l'impression de faire le prophète de malheur. Peut-être être réaliste. Mais la vraie vie, c'est ça. Fait que c'est ça. Au niveau maintenant, on va parler peut-être, vous m'avez amené le sujet, là, la fameuse COVID. Là, on est rendu au point du vaccin.
Ouais. Vous disiez justement que vous avez beaucoup influencé, on pourrait dire pesé pour qu'on obtienne les vaccins et tout ça. À date, c'est sûr que votre analyse de la crise par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'il y a des A puis il y a des D. Hein? On pourrait le vaccin, je suis un peu mitigé parce que oui, là, on en a en même temps que tout le monde, vous allez me dire, mais on a 200 000 doses, on est 8,5 millions d'habitants. Fait on n'est pas sorti du bois. Et si on n'avait pas brassé la cage comme on l'a brassé dans les derniers mois, on n'en aurait pas eu au mois de décembre, on en aurait eu au mois de janvier, fin janvier. Ce qui a fait monter la pression, c'est qu'il fallait sauver la face, il fallait faire rentrer des vaccins. Mais la vraie vie, là, c'est que le gouvernement canadien avait le pouvoir. Tu sais, vous savez, Montréal a déjà été une plaque tournante de l'industrie pharmaceutique. On s'en rappelle quasiment déjà plus. Ça fait pas longtemps. Pourquoi ça s'est disparu? Parce qu'on a enlevé les mesures de soutien, on a enlevé les crédits, et on a laissé ça mourir. Un peu comme ce qu'on fait avec l'aéronautique aujourd'hui. Le Québec est un des seuls endroits au monde où on est capable de construire un avion de A à Z. On arrive au mois de janvier, ça fait 10 mois qu'on est en crise. Nous n'avons pas de politique de l'aéronautique du gouvernement canadien. Ça n'a pas de fichu bon sens. Puis là, vous allez me dire que je suis un indépendantiste paranoïaque, mais des fois, j'ai l'impression qu'on fait exprès pour affaiblir l'économie du Québec, donner un beau chèque de péréquation à la fin de l'année, puis dire, tiens, voilà, vous avez besoin de nous autres. Alors qu'au contraire, on est un moteur économique pour le reste du pays. Je ne repartirai pas là-dessus, mais ça n'a pas de bon sens qu'on n'ait pas de politique de l'aéronautique. On travaille là-dessus constamment, et là, on a commencé à travailler là-dessus. Là. Ils vont nous annoncer quelque chose peut-être au mois de janvier, parce qu'on les harcèle avec ça. C'était la même chose avec le vaccin. Chaque pays avait, quand il négociait avec les compagnies, il aurait pu se négocier le droit d'utiliser le brevet, puis de fabriquer. Puis on a encore certaines installations qui auraient permis au Québec de fabriquer. Le gouvernement canadien a choisi de ne pas prendre cette voie-là, de juste acheter de l'extérieur. C'est quand même surréaliste, après la dernière année qu'on a passée, qu'on ne pouvait pas avoir des respirateurs, on a failli se faire couper nos commandes de masques, que là, quand c'est rendu au vaccin, on va skier complètement sous l'extérieur. Voyons donc. Non, c'est juste moi qui... Non, c'est très bon. C'est ça la réflexion. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est quand on a sorti ça comme ça, que là, ils se sont mis à pédaler pour appeler, ils ont fait rentrer des vaccins parce qu'il fallait qu'ils mettent le couvercle sur la marmite encore. Mais c'est à ça qu'on sert. On brasse les affaires. Je vais vous interpeller avec le commentaire de M. Legault vendredi après-midi en disant justement, nous, c'est important les transferts en santé. Vous me parliez de précaution 2-3 fois. Puis, ils disent que, bon, ça ne s'est pas bien passé en termes de négociation, d'information. Et au niveau fédéral, M. Trudeau dit tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux. Puis, non, on va attendre. C'est quoi votre position? Est-ce que vous êtes en voulant dire, oui, c'est vrai, il faut prendre des décisions, il faut vraiment que ça soit un petit peu plus donné, je ne sais pas, en termes de montant, de choses, où vous dites, oui, bien, analysons avant de donner. Là, mettons Bienvenue à la Chambre des communes. Moi, j'entends ça à longueur de semaine, là, tout le monde qui fait un constat réaliste et urgent des situations, puis M. Trudeau qui se lève et qui dit que tout va bien au meilleur des mondes dans son pays rose. Là. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la Fédération canadienne, c'est un système qui est complètement débalancé. Vous savez, je ne suis pas indépendantiste parce que je me suis levé un matin et j'ai dit, moi, je vais choisir d'être indépendantiste, je trouve ça cool. Je suis indépendantiste parce que ça a de l'allure. On envoie 53 milliards par année au fédéral. Ce gouvernement-là n'a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Relations extérieures, l'armée, c'est sûr que ça coûte de l'argent, là. OK? Sécurité, mais toutes les choses qui coûtent cher, santé, éducation, sécurité publique, gestion de la pandémie, tu sais, les décisions plates présentement, qui c'est qui les annonce? C'est les premiers ministres des provinces. Et Justin, il sort sur son balcon puis il annonce des chèques. La vraie vie, c'est ça qui se passe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'argent. Il y a la moitié de nos impôts qui s'en va dans un gouvernement qui n'a pas de dépenses à faire. Donc, il choisit où il met l'argent. Puis il ne le met pas nécessairement où ça nous avantagerait. Okay. 2 milliards dans un pipeline qui provient du Québec. Là. 1 milliard de Trans Mountain, là, il y a 1 milliard de cet argent-là là, qui est mis là-dedans, qui vient du Québec. La vraie vie, c'est ça. Et ce qu'on demande, c'est l'augmentation des transferts en santé. Là, au début du Canada, c'était ça le contrôle. C'était 50 % le fédéral qui payait. Dans les années 70, c'était ça.
Le fédéral a augmenté sa dette. C'est drôle, c'était un certain M. Trudeau qui était premier ministre à un moment donné. Ils font le même coup toutes les deux à génération décalée dans le temps. Mais on s'est mis à augmenter l'endettement. Puis là, pour régler son problème d'endettement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les transferts aux provinces. Sous le régime de Jean Chrétien s'en vantait dans les rencontres internationales. Il disait à ses collègues, moi c'est facile, je coupe les transferts aux provinces. Puis les gens, ils sont choqués, ils vont avec des pancartes devant le Parlement du Québec, parce que c'est le Québec qui s'occupe de la santé et des dépenses. C'est le Québec qui n'a plus d'argent. Puis c'est là que ça va mal. Mais moi, au fédéral, nuage. Demandez à n'importe quelle personne dans la rue qui est votre premier ministre au Québec, puis sérieusement, je suis convaincu, je n'ai pas fait de sondage, mais ce serait intéressant de le faire. Minimalement 7 personnes sur 10 vont dire François Legault avant de dire Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est un drôle de lapsus. Justin Trudeau, pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral est loin de nous, tout simplement. Et qui gère les priorités, c'est le Québec. Donc, le Québec a les responsabilités, mais l'argent est au fédéral. Alors, cette fédération-là, elle est débalancée. Puis là, on dit, donne-nous notre argent, on a notre besoin. Le financement de 50 % dans les années 70, il est descendu progressivement. On est rendu autour de 22 %. Ça n'a pas de bon sens. Ce que les provinces et le Québec demandent. Puis là, tu sais, quand tout le monde est unanime autour de toi pour dire que tu as tort, peut-être que tu devrais remettre ta décision en question. Parce que là, c'est l'ensemble c'est pas juste les méchants séparatistes du Québec, là. C'est là, premièrement, c'est un premier ministre fédéraliste qui est à Québec. Et c'est l'ensemble des provinces canadiennes, des territoires, qui disent qu'il faut que tu augmentes les transferts en santé minimalement jusqu'à atteindre 35 % des dépenses, parce qu'on n'arrive plus, parce que les gens vivent de plus en plus âgés, la science a évolué, on a plus de soins, c'est normal, puis c'est tant mieux, on est une société riche et développée. Mais si on est riche et développé, comment ça se fait qu'on est pauvre dans nos hôpitaux et dans nos CHSLD? Les drames épouvantables qu'on a vus dans nos CHSLD pendant la COVID et qu'on voit encore là, quand il y a des éclosions, là, ça, c'est un résultat d'un sous-investissement crasse qui dure depuis des années. Je ne veux pas excuser personne à Québec, là. Sûrement qu'il y a eu des mauvaises décisions aussi. Mais il y a une question d'argent et de ressources. Notre argent, il est là. C'est pas compliqué. Fait que, puis là, on le demande, puis là, on se fait dire « Ouais, mais je vais te mettre des conditions. » C'est comme si tu avais quelqu'un qui prend la moitié de ta paye, puis quand tu as besoin de faire ton paiement de char, il dit « Ouais, mais là, tu vas aller où avec ton auto? »« Ouais, je vais... Regarde, je te dis, tu ne vas pas plus que 100 km, là, je vais telle condition, puis là, je vais te donner l'argent. » C'est ça qu'on vit quotidiennement depuis des décennies. Québec, Canada, relations intergouvernementales. Si vous lisez un peu, c'est constamment ça. Et à chaque fois dans l'histoire qu'il y a eu une crise, parce que là, on est dans une crise majeure, présentement, le fédéral en a profité pour centraliser les pouvoirs, étendre ses tentacules. Et c'est ce qu'il est encore en train de faire. Il est en train de s'en aller en santé, là. Donc, ça va être un dossier pas facile à gérer. Alors, vous m'avez parti, je peux vous parler encore 2 heures. Non, mais là, je pense, si vous me permettez, en conclusion, est-ce qu'on se donne un message d'espoir pour 2021? Bien, certain. Vous pensez que, vous appréciez votre travail, vous allez continuer de travailler pour le comté et tout? Oui, parce que je vous ai parlé des frustrations. C'est normal, mais il y a des belles réalisations, puis il y a des belles collaborations aussi. Tu sais, on a réglé... beaucoup de cas d'immigration, entre autres, là, c'est des députés libérales dans Hochelaga, là, Mme Martinez Ferrada, je cherchais le nom, qui m'a offert une collaboration non partisane extraordinaire pour régler des cas de travailleurs étrangers dans les entreprises agricoles. Tu sais, ça existe. Puis, quand on jase avec la ministre, c'est sûr que je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit, puis quand elle me répète 8 fois la même cassette sur la même question, mais à un moment donné, on arrive à quelque chose. Puis, moi, j'ai un travail à faire de mettre en évidence l'inaction du gouvernement. Puis elle a un travail à faire à l'intérieur du gouvernement de pousser sur son caucus. Et moi, si je ne mets pas de pression, bien, elle a moins de pouvoir dans son caucus. Fait que c'est un cercle vicieux, là, cette affaire-là. Puis, il faut travailler en opposition politique, mais pas en opposition avec le monde. Okay. Comme j'ai toujours fait mes campagnes électorales dans Berthier-Masquinongé, de façon très amicale avec les gens de tous les partis, mais sur des idées. Moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi, c'est correct, on va jaser, on va l'expliquer, puis la population décidera. Fait que, non, il y a du positif, il y a de la belle collaboration. Dans la circonscription, je n'en ai pas parlé beaucoup, là, mais on a travaillé beaucoup. De déploiement d'Internet, je sais, les gens, vous trouvez ça long, vous avez raison, c'est épouvantable, mais on règle des cas par cas, des fois c'est des petits bouts de rue.
La partie plus à l'est du comté dans Masquicom, ça vient de redébloquer, ça repart. Dans le nord, le Matawini, ça se développe bien aussi. Dans la partie d'Autrey, ça évolue. Moi, je vous dis que c'est jamais assez vite à notre goût, puis c'est pas assez vite à mon goût non plus, mais ça progresse. La couverture cellulaire, c'est plus difficile. On a des zones qui sont mal couvertes dans le comté, puis ça me révolte. J'y travaille quotidiennement. Les gens de la pyrotite, on attend l'Alliance de Québec, puis nous, on va faire des pressions pour que le fédéral fasse sa part. Les cas de comté, là, si vous avez, en terminant, là, je ferai peut-être un message à la population, des fois, si vous avez une problématique, vous ne savez plus vers qui vous tournez, appelez au bureau. Appelez au bureau, 819-228-1210. Et au pire, on va vous référer ailleurs. On va vous écouter, on va prendre votre problématique. Puis, ça se peut que je vous dise, ce n'est pas dans mes pouvoirs, ça arrive plus souvent que je le voudrais. Mais on va vous référer au bon endroit, puis on va vous assurer un suivi. De l'accompagner les gens. Ben, c'est ça. Fait que, puis j'ai vraiment, sérieusement, l'équipe du bureau, c'est des gens extraordinaires. Je me considère un gars très chanceux d'être entouré comme ça. Puis, en espérant que ça va continuer. Bon, ben, on vous remercie beaucoup de votre visite. Puis, ça me fait plaisir. Comme on le mentionne à toutes les fois, bien, venez nous voir en 2021 si vous voulez discuter de ce qui se passe. Nos portes sont toujours ouvertes. Vous avez vu nos nouvelles portes, sont encore grandes ouvertes puis toujours disponibles. Très beaux locaux, Mme Hudon. Félicitations. Puis, comme je vous dis, gênez-vous pas, venez nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Merci.